pouvoir passer maintenant finalement à la deuxième présentation qui répondra d'ailleurs à un certain nombre de questions concernant l'implantation possible ou non de certaines espèces tropicales dans nos régions européennes. Ouais. Donc la parole est toujours à Fabrice Levellec. Euh, c'est bon, vous le voyez? Oui, oui, tout à fait, ouais, c'est bon. Donc là, c'est une Ouais. Mm. présentation qui sera peut-être un peu de la provocation. Donc, et Pourquoi pas d'ailleurs. ça sera On, intéressant derrière de on- discuter. Voilà. Donc, on s'y attend un petit peu. avec un titre autour de l'Europe, nouvelle terre d'accueil pour la culture des fruits tropicaux. Et ce paysan malgache qui tient une poignée de vanille qui finalement constitue son revenu. Euh, juste avant de partir là-dessus, je voulais juste faire un petit focus sur moi-même parce que c'est important de savoir qui je suis et d'où je viens pour la suite de la présentation. Donc, je suis un agronome spécialisé en horticulture, dans la conception des systèmes de culture horticole et leur évaluation. J'ai fait ma carrière principalement en Outre-mer, dans les DROM, avec de nombreuses missions on va dire, de par le monde, en Afrique de l'Ouest, mais aussi euh, dans l'océan Indien et puis dans la Caraïbe. Tout ça au plus près des acteurs des territoires, notamment pour accompagner l'innovation agroécologique et avec un focus particulier sur comment réduire l'usage des intrants chimiques et des pesticides, notamment dans les systèmes. Donc bon, voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais je pense que c'est important que vous ayez ces connaissances pour la suite du déroulé du diaporama. Euh, est-ce que l'Europe est une nouvelle terre d'accueil et la France est une nouvelle terre d'accueil des fruits tropicaux? Je me suis amusé il y a quelques jours à faire un rapide inventaire des publications sur le web qui parlaient de ces questions-là. Ici, vous avez deux exemples dans les Échos et un autre de Reporter. Je ne sais pas si vous le voyez parce que moi, j'ai en partie mon écran tronqué, mais vous voyez, avec des titres assez évocateurs, hein, avec le changement climatique, les fruits tropicaux émergent dans l'Hexagone. Fruits et légumes, la France teste l'exotisme en circuit court pour les fêtes. On peut encore, sur le CTFL par exemple, on peut aussi parler d'opportunités inattendues du changement climatique. Sur celui du bas, avec le réchauffement, va-t-on bientôt faire pousser les fruits tropicaux en France métropolitaine? Voilà, donc il y a quand même une espèce d'effervescence depuis quelques années. Et nous-mêmes au CIRAD, on est régulièrement interrogés par tout à chacun, et notamment des producteurs dans l'Hexagone qui souhaitent développer des systèmes de culture à base de fruitiers tropicaux. Euh, Bon, les prévisions du GIEC sont non discutables, hein. Effectivement, il y aura changement climatique et puis nous concernant, donc on va avoir des climats qui vont être plus chauds, plus secs, avec notamment dans certaines régions des événements extrêmes plus humides, hein. Donc ça, c'est pour, on va dire, tout le bassin méditerranéen, si vous regardez sur cette carte-là. Et puis le nord on va dire, de l'Hexagone, avec des événements aussi extrêmes plus chauds, plus humides, et notamment dans certaines régions, plus de précipitations, des situations de sécheresse favorables aux feux de forêt, etc. Donc le changement climatique est malheureusement en cours. Comment faire pour l'arrêter, c'est une autre question, c'est un autre débat, mais il faudra faire avec, à mon avis. Euh, pour introduire toujours mon propos, quelques définitions aussi, parce que souvent, notamment quand on parcourt le web, on a cette espèce de confusion entre fruits exotiques, fruits tropicaux. Donc j'ai ici remis une définition, deux définitions assez simples, hein. Un fruit exotique, c'est bien un fruit qui a été transporté hors de son pays d'origine. Et un fruit tropical, c'est un fruit qui est défini comme un fruit qui provient de régions au climat tropical, subtropical ou équatorial. Donc un fruit exotique n'est pas toujours un fruit tropical.
Souvent, on mélange les deux, et notamment dans les propos du web. D'ailleurs, quelques exemples de fruits qui ont été longtemps considérés comme exotiques, ou plus ou moins longtemps, enfin, voilà, mais qui sont finalement pas des fruits tropicaux. Le kaki, la grenade, le pistachier, le jujubier, la figue de Barbarie, la figue, le figuier, le kiwi, le feijoa, tout ça sont des espèces soit méditerranéennes ou d'autres contrées, hein. Le kaki nous vient du Japon, par exemple. Mais voilà, donc les fruits tropicaux ou exotiques ne sont pas toujours les mêmes. Ici, j'ai essayé de voir finalement, de résumer qu'est-ce qui pourrait être limitant pour, l'adaptation de cultures de fruits tropicaux dans nos contrées. Euh, il y a d'autres éléments qui peuvent, d'autres contraintes qui peuvent apparaître, mais il me semble que le froid est la contrainte majeure, vous en doutez, et que même si on a des effets du changement climatique qui vont faire globalement augmenter les températures, on a quand même quelque chose qui est important et qu'il faudra noter, c'est que on va encore avoir des gelées, qu'elles soient hivernales ou printanières, qui vont persister dans les régions françaises. Et finalement, ce ne sont donc le changement climatique et ses effets à l'échelle de la France ne vont pas conduire exactement aux conditions qu'on observe aujourd'hui dans le sud de l'Espagne ou de l'Italie. Donc on a quand même voilà, des contraintes qui vont être un peu différentes. Euh, alors, on a tout un lot d'espèces, hein, qui aujourd'hui sont plus ou moins, on va dire, adaptées à ces conditions de changement climatique, notamment les espèces méditerranéennes, hein, qui peuvent supporter des températures hivernales négatives, notamment celles qui ont des feuillages caducs. Mais par contre, on s'aperçoit assez aussi rapidement, facilement, et notamment il y a 2 ou 3 ans, on l'a bien vu, c'est que ces espèces-là sont aussi très sensibles aux gelées tardives, notamment printanières. Donc finalement, les espèces qui vont être tropicales ou subtropicales, pardon, seront encore un peu plus sensibles aux températures négatives, toute saison confondue. Donc, par exemple, hein, j'ai noté quelques espèces notamment qui supportent plus ou moins des températures. Par exemple, le figuier, on sait qu'il supporte en hiver des -10, -15 degrés, sans aucun problème. Par contre, au printemps, dès que les feuilles sortent, une petite gelée suffit à tuer le feuillage, le jeune feuillage. L'avocatier va lui supporter des faibles gelées, mais plutôt de courte durée, et surtout pas au printemps. Tandis que le bananier, lui, ne supportera pas du tout de température négative. Donc, comment on peut limiter ces risques liés au froid? Bon, il y a des moyens assez simples et assez directs, hein, qui sont d'abriter ces espèces, ces cultures fruitières. On a des possibilités d'utiliser des abris, soit des serres froides, soit des serres chauffées. Vous avez ici une illustration de la vanille de Bretagne qui aujourd'hui, en Bretagne, on produit de la vanille. Euh, on a aussi de la culture de bananiers sous abri. Finalement, je me suis posé la question, est-ce que cette idée de cultiver des fruits tropicaux est nouvelle ou pas? Quand on fait un peu l'histoire, on s'aperçoit que, enfin, depuis très longtemps, on essaye. On essaye et on réussit plus ou moins en se donnant les moyens. Notamment, j'ai pris une citation là dans d'un vieux livre, d'un ancien livre, sur l'ananas qui commença au milieu du XVIIIe siècle, notamment dans une propriété en Hollande, dans des serres où on en récoltait en 1737 des ananas, d'après un procédé de culture qui a été décrit longuement dans dans un dictionnaire des jardiniers. Je me pose cette question finalement, est-ce que nous souhaitons aujourd'hui ces modèles et systèmes de culture artificialisés?
Du coup, on peut se poser la question de quelle culture tropicale, quels fruits tropicaux on pourrait acclimater ou pas en France métropolitaine, avec cette idée d'essayer d'artificialiser le moins possible. Et là, je pense qu'on manque de connaissances. C'est clair. Je pense qu'il faudrait il faudrait réaliser une recherche approfondie sur les espèces et notamment sur ce qu'elles sont susceptibles ou capables de supporter en termes de température basse. Et là, il faudrait explorer notamment ce qui est cultivé en zone d'altitude tropicale, mais aussi dans les régions subtropicales d'une manière plus générale. Mais je fais le constat, moi, à mon niveau, qu'on manque de connaissances sur beaucoup d'espèces. Certaines sont connues, hein, bon, les agrumes, on va avoir certaines connaissances. Certaines variétés d'avocatiers aussi, on sait que certaines vont être plus résistantes que d'autres, plus tolérantes. Bon, j'ai mis le néflier du Japon aussi. Puis là, je vais vous présenter, proposer quelques espèces tropicales qui sont possiblement des candidates à la culture dans des climats plus, on va dire, plus chauds qu'on connaît aujourd'hui en France métropolitaine, mais qui pourraient s'y adapter. Donc on a certaines espèces, notamment de passiflore. Notamment, il faudrait aller chercher dans les passifloracées qui sont d'altitude dans les pays d'Amérique latine. Ici, on a ce qu'on appelle la Tasco ou Mollissima, qui est une passiflore d'altitude qui pourrait tout à fait se complaire dans nos contrées. On a aussi certaines espèces de papaye. Alors ici, on a la papaye des montagnes qui pourrait aussi être adaptée à nos climats. Une espèce qu'on rencontre aussi aujourd'hui sur les marchés européens, donc le tamarillo, qu'on appelle aussi tomate en arbre dans les DOM, qui pourrait probablement aussi se complaire sur des climats plus cléments, du sud de la France. On a parlé tout à l'heure aussi de pitaya. Je pense que ces espèces-là pourraient s'adapter, s'acclimater, notamment dans le sud de la France, mais hors conditions géliées par contre, puisque bon, les pitayas peuvent supporter quelques gelées, mais très rapides, mais en tout cas pas des -5, -6 degrés. Dans les myrtacées, notamment les goyaves, on a le petit goyavier fraise dont j'ai parlé tout à l'heure aussi, qui probablement est une espèce ubiquiste qui pourrait probablement s'adapter dans des conditions plus fraîches de métropole que tropicales. Une espèce qui est aussi cultivée aujourd'hui, notamment en Espagne, qui est la chérimolle, qui est une des espèces, une des anonacées. On connaît des anonacées tropicales, hein, le corosol, la pomme cannelle, etc. Mais celle-ci est originaire des hauts plateaux d'Amérique latine et nécessairement pourrait s'adapter dans nos contrées. Donc c'est cultivé aujourd'hui et largement cultivé en Espagne. Je me pose quand même la question de sa résistance au gel. Je n'ai pas réussi à trouver énormément de documents là-dessus. Et puis peut-être pour terminer ce petit tour d'espèces un peu anecdotiques et bizarroïdes, le raisin de Chine qui est une rhamnacée, qui pourrait probablement aussi s'adapter à nos conditions climatiques. Alors, raisin de Chine, c'est le pédoncule floral là, qui devient charnu et qui a un goût de raisin, raisin sec et figue sèche qui est intéressant. Voilà un petit panorama de quelques espèces qui pourraient peut-être, qui sont à discuter évidemment. Euh, D'une manière générale quand même, on a quand même des risques qui sont liés aux importations de nouvelles espèces sur nos territoires. Et on a notamment une réglementation stricte. On ne peut pas introduire tout et n'importe quoi, n'importe comment. On se doit déjà, de respecter le protocole de Nagoya sur les ressources génétiques. On ne peut pas aller piller une espèce dans un pays sans en avoir l'autorisation. Et puis, on a aussi et surtout des risques qui sont des risques sanitaires, avec des possibles introductions d'organismes de quarantaine, notamment pour les agrumes. Aujourd'hui,
êtes probablement au courant, mais il y a une maladie sévère qu'on appelle le HLB, anciennement greening, qui sévit un peu partout dans le monde sur les agrumes, qui conduit à la mort des vergers, hein. Et aujourd'hui, il est absent du bassin méditerranéen, alors qu'il est présent partout dans le monde. Donc, quelque part, faire des introductions sauvages sans être, on va dire, certifié en termes de qualité de plan, etc., ça présente vraiment des risques importants. On a aussi un risque non négligeable d'introduction d'espèces végétales invasives, notamment, par exemple, l'introduction du petit goyavier à La Réunion a fait que, on va dire, cette espèce s'est comportée de façon très agressive vis-à-vis des plantes et de la flore endémique de La Réunion, très fragile. D'une manière générale, et ce sera une de mes dernières diapos, c'est diversifier, mais pas à n'importe quel prix non plus. Et c'est pour ça que il me semblait important de vous mettre une première diapo sur qui je suis et d'où je viens. Développer des systèmes de culture des systèmes de production qui soient responsables, pour moi, c'est vraiment important et fondamental, à la fois sur le plan environnemental, avec notamment une recherche d'adéquation sur des systèmes qui vont être durables, agroécologiques, et un degré d'artificialisation le minimum possible, le plus bas possible. On peut aussi se poser la question de l'éthique, notamment ce producteur malgache pour qui la vanille est son seul revenu. Si on fait de la vanille en France sur des quantités importantes, on peut voilà, se poser la question de que deviennent ces populations vulnérables. Et puis, d'une manière générale aussi, on peut aussi, on a la force, le territoire français est très large. Il y a le territoire métropolitain, mais il y a aussi ces DOM. Et avant tout, mobiliser ces territoires pour cultiver des cultures fruitières tropicales, ça serait peut-être pas idiot. Donc je pense qu'il faut aussi avoir cette réflexion. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Ce ne sont que des questions et des questionnements que je me pose sur est-ce qu'on voilà, est-ce que comment l'Europe ou la France est une nouvelle terre d'accueil pour les fruits tropicaux. Bien, merci Fabrice pour ces considérations intéressantes. Moi, je pense qu'effectivement, ça soulève peut-être plus de questions que de réponses, puisque ces aspects à la fois sanitaires que vous avez vraiment rappelés, qui sont importants, ne pas faire n'importe quoi comme on l'a fait dans le passé, peut-être. Il y a aussi, alors ça a été une des questions posées d'ailleurs, il y a aussi les coûts de production dans nos pays européens par rapport à tous ces pays euh, plus éloignés. On parle de plus en plus d'importation massive de fruits et légumes de pays hors Europe. Donc, en fait, effectivement, d'une part, c'est ce qui se produit de plus en plus maintenant, et puis d'autre part, c'est aussi important de pouvoir permettre à ces pays-là d'exporter. Donc, c'est des questions qui ont été posées. Euh, il y a aussi une question concernant, par exemple, l'avocat qui est cultivé maintenant massivement, je pense, en Espagne et bien sûr, on ne peut pas reprocher aux Espagnols de développer cette production qui visiblement s'est bien implantée, mais qui pose des grosses questions de consommation en eau qui assèche la région. Euh, donc, qu'est-ce qu'on pourrait peut-être dire par rapport à ces relations entre l'Europe et ces pays? Mais c'était un peu l'idée de mon propos, c'était de se dire, je vois effectivement dans les questions-réponses, cette question autour de l'eau, qui, à mon avis, incontournable. Bon, c'est vrai en Espagne, c'est vrai dans les pays d'Amérique latine. On a des espèces bon, cultivées, par exemple. Bon, alors c'est vrai pour l'avocat, mais c'est vrai aussi pour des cultures fruitières très exigeantes en eau, comme le bananier, par exemple. Faire du bananier dans les zones sèches, ok, on n'a pas de maladie, mais à quel prix? À quel prix de consommation? Donc là, on touche vraiment sur les piliers de la durabilité de ces systèmes de culture. Et on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, n'importe comment. Il y a un moment donné, faut être raisonnable. Je vois dans le chat aussi que l'avocat sèche l'Espagne. Oui,
l'Espagne on peut pas, comme tu le dis, hein, leur reprocher de cultiver chez eux ce qu'ils veulent, mais en termes de durabilité, on voit bien que les terres se désertifient de plus en plus et je sais pas si c'est très durable. Ne serait-ce que et juste pour fournir le marché quelques années, ça questionne. Je parlais des fonds d'investissement, notamment américains, qui financent les plantations au Pérou et autres pays d'Amérique latine, mais c'est affolant parce que le fonds de formation, le fonds d'investissement euh, va investir une fois qu'ils ont rentabilisé l'affaire, ils abandonnent. Et donc, on se retrouve Mm. avec des terres qui ont été déforestées, il n'y a plus d'eau, et puis on a des arbres qui meurent. Et donc là, on laisse sur le carreau aussi des populations qui se sont vues exproprier leurs terres, etc. Donc, on est vraiment dans. Ouais, j'ai un peu de difficulté avec ces grands systèmes intensifs-là, comme vous le voyez. Oui, bah, je pense qu'on se rejoint et ça passera aussi par la sensibilisation du public et des consommateurs à ces problématiques, ce qui n'est pas toujours le cas actuellement, effectivement. Ouais. Pour en revenir à des questions peut-être plus biologiques ou plus agronomiques, qu'en est-il de l'arachide en Europe? Est-ce que tu as des informations sur les cultures possibles d'arachide? Alors c'est cycle court, non, Non. je ne connais pas, non, je connais Ouais, pas bien ouais. l'arachide. Et puis et des remarques plus amusantes, si on veut, d'expériences qui ont été faites par les uns et les autres. La tomate en arbre, visiblement, on a du mal à la cultiver dans nos régions sans J'ai vu ça, protection. ouais, ouais, j'ai vu ça, que ça gelait au premier. Oui, Ben oui. voilà, Et par contre, le raisin de Chine, apparemment, se cultiverait même dans l'est de la France. Enfin bon, voilà. Je ne ouais. sais pas si. Oui, alors la tomate, bah, c'est super intéressant ces échanges-là. C'est des expériences, c'est des vraies expériences en fait, hein. Et quand je dis on manque de données, bah, voilà, la littérature aujourd'hui ne nous renseigne pas forcément de la tolérance de toutes ces espèces potentielles, hein, notamment au gel. Donc voilà, bah, j'ai noté que la Oui, tomate ouais, Arbus supportait pas le gel, ouais. alors que Oui, moi oui. je l'ai vu pousser, je l'ai vu pousser dans les hauts de Sillaos, notamment à La Réunion, où parfois on frôlait les températures négatives, voire même négatives, et là, elle se comportait relativement bien. Et l'Oveni sucré et le raisin de Chine, là, ça c'est aussi quelque chose d'intéressant. Bon, après, Mm. c'est pareil, hein, c'est pas ça qui va. Ce Oui. sont des espèces de diversification, hein. Très anecdotique, oui. Une question quand même, on va peut-être pas trop s'éterniser, mais une question peut-être une dernière concernant un aspect de la biologie de la plante, c'est l'influence de la longueur du jour. Puisque là, on n'est plus du tout dans des régions Ouais. tropicales avec des durées de nuit et de jour à peu près comparables, hein. Dans nos régions, on est quand même avec des grandes amplitudes été-hiver. Est-ce que ça a une influence importante sur la floraison, la pollinisation? Alors, c'est une très bonne question. Ça va dépendre de l'espèce. Alors, j'ai pas toutes les connaissances pour les prendre une à une là. Mais c'est une vraie question parce que, et d'ailleurs, on s'aperçoit que pour certaines espèces, on n'arrive pas à finir les cycles. Donc on a Oui. des durées, voilà. Donc là, Mhm. typiquement, on a une contrainte. J'ai mis le froid comme une contrainte majeure parce que ça, du jour au lendemain, la plante meurt si elle ne supporte pas le Mhm. gel. Mais typiquement, la question de la longueur du jour, ou déclenchement de floraison, ou même d'absence de pollinisateurs spécifiques à telle ou telle culture, peut complètement compromettre même le projet, quoi. Donc là oui, par exemple, sur la pitaya, on sait que la longueur du jour va jouer, mais on y arrive, en fait, on va inverser les saisons, mais on arrive quand même à produire du fruit, quoi. Donc on D'accord. va Mhm. produire en été dans l'hémisphère nord et puis en hiver dans l'hémisphère sud. D'accord. Bon, tu verras dans la liste des réponses et des questions, un certain nombre de gens qui ont des expériences d'arachide dans différentes régions de France, donc ça peut Ouais, être très bien. intéressant. Super. Bon, bah, je pense que là, on va peut-être passer à la troisième présentation.